Donc, bonjour à tous, ceux qui sont déjà en ligne et puis bientôt à ceux qui nous rejoindront. Donc, nous sommes dans le quatrième épisode de la saison 2 des Jeudis de la FGC, qui sera consacré aujourd'hui à un thème qui, a priori, intéresse beaucoup de personnes, celui de l'éco-conception. Et donc, c'est un zoom sur le groupe de travail qui a été lancé par Patrick Guiraud il y a 2 ans environ et piloté aujourd'hui par Benjamin, Jean-Baptiste, Michel, qui vont intervenir successivement et qui vont se présenter. Les groupes de Ils vont travail. vont nous faire un état des lieux, sachant que pour l'instant, le groupe n'est pas encore au bout de son travail complet. Ils vous expliqueront un peu ce qu'il en est. Il y a encore un peu de méthodologie à mettre en place, mais il y a déjà des résultats plutôt assez intéressants et qui, je pense, vont permettre de baliser un peu le chemin de l'éco-conception, qui est un domaine dont tout le monde un peu cherche à s'emparer. 2 mots pour nos webinaires. Donc, pour vous dire que, si vous le savez déjà sans doute, mais que tous les webinaires précédents sont disponibles en replay sur le site de la FGC, hein, dans l'onglet des activités webinaires de la FGC. Vous pouvez retrouver les vidéos, les diaporamas bien souvent. Et puis, dans les épisodes à venir, on aura donc au mois de mai un webinaire sur les ouvrages de la ligne grande vitesse en Grande-Bretagne. On aura ensuite en juin un- une session sur un contenu plus historique sur l'histoire des ciments du Boulonnais. Donc, vous voyez qu'on est très éclectique dans les sujets qu'on peut aborder. Et ensuite, on vous parlera en début juillet des en composite, avec des exemples d'ouvrages passerelles piétonnes et aussi des ouvrages routiers réalisés en Belgique, aux Pays-Bas et même certains en France. Et on a déjà des sujets sur le pont de Mauves, sur les petits réacteurs nucléaires, les SMR, des déplacements de gros ouvrages, gros colis par la SNCF pour la rentrée et pas mal d'autres choses à venir. Et je ne parle pas, bien entendu, des journées classiques de la FGC que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Il y a de très nombreuses journées qui sont dans les tuyaux. Il y en a pour tous les goûts, des ponts suspendus, des ponts en béton, des ouvrages de patrimoine. Donc, de quoi euh, passer de la passion du génie civil pour les uns et pour les autres. Voilà, nous sommes maintenant un peu plus de 35. Je passe la parole à Benjamin Dauby, donc, qui est en- au-delà de l'animateur du groupe sur les ouvrages génie civil en béton, qui est aussi donc le président par intérim du CAG de la FGC. Benjamin, à toi. Ouais, vous me confirmez, il y a bien le slide à l'écran? C'est bon? Oui, Absolument. oui. Ok. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Donc, c'était une intervention à trois voix ce soir. Moi-même, pour Siméton, je vais plutôt aborder, alors d'abord, le concept de l'éco-conception et la façon dont la FGC le traite. J'aborderai ensuite le matériau plutôt béton. Et puis, on a deux autres intervenants qui sont Michel Royer-Muller pour Construire Acier et Jean-Baptiste Simon pour Bouygues TPRF, qui vont chacun aborder respectivement les sujets liés plutôt à l'acier et plutôt liés au bois pour Jean-Baptiste. Voilà. Donc, une intervention à trois voix. N'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions. Et puis, Didier Brasier fera le modérateur et puis retranscrira vos questions et vous donnera la parole éventuellement pour les aborder. Dans le sommaire de cette intervention, donc on a effectivement le premier sujet qui est peut-être un sujet un peu global, hein. Prenons un peu de recul sur le sujet de l'éco-conception et de la façon dont le sujet de l'éco-conception est appréhendé par les différents secteurs. Ensuite, la vision de la FGC qui va se décliner selon les différents matériaux. Béton, acier, bois, mais vous allez voir qu'il y a des très fortes connexions, bien évidemment, entre les différents matériaux.
et puis les conclusions et perspectives pour l'année 2024 sur ce sujet d'éco-conception. Quand on regarde le sujet de l'éco-conception, on peut se dire, quand on zoome un petit peu sur les contraintes, les réglementations, etc., on peut se dire que en réalité, on a essentiellement l'éco-conception qui va parler des produits, hein. On a de la normalisation, on a de la réglementation qui va traiter des produits, la prévention, la réduction des atteintes à l'environnement, des notions de cycle de vie sur lesquelles on reviendra. Et finalement, on traite au travers de cette réglementation et de ces contraintes normatives des sujets qui vont être propres aux produits sans nécessairement prendre en compte la dimension de l'ouvrage et de la contribution du produit à l'ouvrage. Et c'est bien ce sujet-là que le groupe éco-conception de l'AGC a essayé de traiter et est en train d'essayer de traiter aujourd'hui. Quand on parle d'impacts environnementaux, et ces dernières années aussi, également, on peut constater qu'il y a un certain nombre de concepts qui ont été inventés. Alors, bien évidemment, on a les sujets de développement durable, on a les sujets d'ACV, de haute qualité environnementale, de croissance verte, éviter, réduire, compenser, etc. Ce sont des concepts qui ont été déclinés ces dernières années, et malheureusement, dans l'appréhension des acteurs, aujourd'hui, on résume l'ensemble de ces actions, de ces concepts-là au sujet carbone. Et alors, il faut bien évidemment en tenir compte, et évidemment, les travaux qui ont été conduits au sein de la FGC en tiennent compte. Néanmoins, au travers de la FGC, on essaie d'ouvrir également à d'autres considérations en dehors du seul sujet carbone. En effet, quand on regarde les enjeux auxquels on doit faire face dans le domaine de la construction et plutôt dans le domaine du génie civil, bah, vous avez tous les sujets qui sont à l'écran. Et évidemment, on a la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone qui est dans toutes les têtes. On a le sujet qui est prégnant aujourd'hui, qui est l'adaptation au changement climatique, mais aussi l'économie circulaire, la biodiversité, la préservation et l'amélioration du cadre de vie, la santé des travailleurs, et puis finalement, comment on réconcilie également l'humain avec la nature. Et derrière ça, vous avez bien sûr des sujets par exemple, de biodiversité qui sont à prendre en compte. Donc, tous ces enjeux-là ont été pris en compte dans le travail qui a été mené et qui est en train d'être mené au sein de la l'AGC pour ne pas se résumer au seul sujet carbone. Si on regarde également l'échelle ou géographique ou temporelle des impacts environnementaux, on peut constater également que on doit traiter et aborder le sujet de l'éco-conception au travers d'échelles temporelles qui sont de temporalités qui sont un petit peu différentes, mais aussi en tenant compte géographiquement ou du contexte local ou du contexte un petit peu plus global au niveau national. Le travail qui est mené au sein de la FGC, c'est essayer de retranscrire finalement la vision qu'on peut en avoir du côté des acteurs du génie civil et essayer de trouver une définition qui va permettre de travailler ensemble pour transcrire le concept de l'éco-conception. Les principes fondamentaux dans le domaine des conceptions, finalement, si j'essaie de résumer à ce slide qui est un peu chargé, mais finalement, c'est que chacun des acteurs s'interroge sur les actions qu'ils peuvent avoir, chacun à leur niveau, qu'en démarrant du maître d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de l'entreprise, du fournisseur de matériaux, et ça dans un contexte pluridisciplinaire, puisque finalement, il va falloir tenir compte des enjeux que j'ai évoqués précédemment. Et donc, on va faire appel à des compétences qui vont être multiples et variées. Dans le travail qui est réalisé au sein de la GC, également, ce sur quoi on veut insister, c'est surtout de dire que ce n'est pas l'éco-conception ne doit pas être considérée comme une contrainte,
mais comme une opportunité, notamment pour les maîtres d'ouvrage, pour fédérer les parties prenantes autour de son projet. Et dans les parties prenantes, on y associe bien évidemment les concitoyens qui vont bénéficier des ouvrages qui vont être réalisés. On sait bien tous les oppositions qui sont faites euh, actuellement, récemment et par le passé sur certains projets euh, qui structurent les territoires. C'est une vraie problématique de démontrer qu'au travers de la maîtrise des projets qu'on peut mener, qu'on peut réaliser ensemble, au travers de l'ensemble des acteurs, on va prendre en considération l'ensemble des attentes des acteurs et en particulier des citoyens. Euh, pour l'ingénierie, et là également, hein, on peut voir l'éco-conception comme finalement une façon de tirer vers le haut les études qui vont être produites par ces ingénieries et ces maîtrises d'œuvre. Et puis, pour l'entreprise, ça va être aussi une façon de mettre en œuvre ces méthodes, ces pratiques d'exécution. Et derrière ça, on pressent également tout le sujet de l'innovation, parce que finalement, il faut que le sujet de l'innovation percole aussi dans les projets qui sont mis en œuvre. Un petit point d'attention sur lequel on voulait vous alerter. En fait, il y a deux concepts, hein. Il y a le concept de phasage de projet, il y a le concept de cycle de vie. Si on est sur le phasage de cycle de vie, on est dans un contexte qui est très normalisé, très normé, sur lequel on va regarder les indicateurs environnementaux à chacune des phases, à chacune des étapes, hein, de la programmation jusqu'au réemploi, réutilisation et recyclage avec des indicateurs environnementaux. Et là, on est dans un contexte très normalisé, alors que de l'autre côté, on est dans du phasage de projet, c'est-à-dire la réalisation d'ouvrages dans lesquels on doit englober bien évidemment l'expression du besoin au travers de la programmation, de la conception, jusque à l'exploitation de l'ouvrage et éventuellement sa déconstruction et son recyclage. Il y a un petit peu faute d'orthographe sur le slide ici. Ce sont deux concepts un peu différents qu'il faut manier et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en parallèle ces deux concepts pour que on essaye d'appréhender la phase de construction, la phase de cycle de vie dans la réalisation et la conception de l'ouvrage. Alors, ici, pour essayer de résumer, hein, c'est un slide qui est un peu fourni, mais ce sur quoi on veut insister, c'est que le maître d'ouvrage est au cœur du dispositif. C'est lui qui va définir le besoin, c'est lui qui va le formaliser dans un programme, c'est lui qui va impulser la dynamique et fédérer les parties prenantes autour du projet, parties prenantes qui seront les entreprises, les industriels qui vont répondre à son projet. Et c'est lui qui va assurer aussi la faisabilité technique, architecturale, financière, réglementaire, voire environnementale et administrative du projet. Si je reviens sur le précédent slide, c'est également lui qui sera le garant finalement que l'analyse qui pourra être faite du projet sous un angle cycle de vie, ce sera lui qui sera le garant. Hein, il va être, bien évidemment, il va intervenir dans la phase de conception et de réalisation, euh, également dans la phase d'exploitation de l'ouvrage, et donc c'est lui qui doit donner cette impulsion dans le dispositif. Et tout ça, bien sûr, donc va intégrer bah, les études environnementales, l'association des usagers de l'infrastructure, bien sûr l'instruction des études environnementales, etc. Tout ça dans l'objectif de monter et d'élaborer le programme sur lequel ensuite il va consulter les entreprises. Et les entreprises, qu'elles soient maîtrise d'œuvre et ingénierie, ensuite entreprise de travaux, bien évidemment, elles vont répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage.
Et elles vont également potentiellement apporter leur réponse également à ce besoin et potentiellement proposer également des évolutions du projet parce qu'elles travaillent sur un certain nombre de sujets, notamment d'innovation. Dans cette réflexion-là, on peut se dire également que dans le cadre de la commande publique telle qu'elle est aujourd'hui formulée, qui a tendance plutôt à segmenter les missions et les actions de chacun, on peut se dire que pour avoir une vision d'éco-conception également, on pourrait avoir tendance à privilégier peut-être des solutions de conception, de réalisation, voire des marchés globaux de performance. Ce sont des instruments administratifs et de commande publique qui peuvent être intéressants dans le cadre de la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Pardon. Et une fois la phase de programmation réalisée, évidemment, ben, on passera à la conception, l'exécution et puis les contributions des différents acteurs à chacun de leur niveau. La définition telle qu'on la propose au sein de la JGC, c'est celle-ci. C'est une éco-conception d'un ouvrage qui nécessite de mettre en œuvre une grande diversité d'actions selon une logique multicritère et multi-étapes. Les multi-étapes, ça fait écho aux étapes de conception, de programmation, de conception, de réalisation, etc., que je vous présentais tout à l'heure. Et multicritère. Le multicritère, c'est la connexion avec le sujet de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie d'un ouvrage. Et sur chacun des sujets, il va falloir mobiliser l'ensemble des acteurs de l'acte de construire pour avoir les meilleures réponses sur l'ensemble des sujets. On est bien évidemment dans un sujet de compromis. Il va falloir trouver le meilleur compromis pour concilier l'ensemble des contraintes, les objectifs de décarbonation, les objectifs locaux qui peuvent être d'économie circulaire, etc. Et tout ça va être initié par le maître d'ouvrage et chacun des acteurs vont devoir, à leur niveau, y répondre. Finalement, ce qu'on veut promouvoir au sein de cette vision de la FGC, c'est une vision systémique qui va englober l'ensemble des considérations et puis ensuite, comme je l'indiquais, d'essayer de trouver le meilleur compromis. On y rajoute une notion d'essayer d'y apporter une cofonctionnalité par rapport à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va avoir la nécessité de construire un ouvrage pour répondre à un besoin de société, un besoin de mobilité, un besoin de que sais-je. Et il faut essayer de garder en tête d'apporter une fonction notamment de biodiversité à l'ouvrage. Ce sont des fonctionnalités qui sont de manière générale assez peu coûteuses et qui peuvent malgré tout apporter un certain nombre de bénéfices pour le domaine du vivant. Lorsqu'on essaie de conceptualiser le domaine de l'éco-conception, pardon, on l'a traduit dans 4 principes fondamentaux et, euh, fondateurs. Mutualiser les fonctions de l'ouvrage, faire évoluer les pratiques de conception, intégrer tous les acteurs liés à l'aménagement et intégrer l'ensemble du cycle de vie. Et autour de ça, comme je l'indiquais précédemment, on a ajouté 10 critères. Bien évidemment, le sujet prégnant aujourd'hui qui est celui de la décarbonation, mais on a considéré qu'il fallait malgré tout appréhender un certain nombre d'autres sujets, donc les 9 autres critères, tels que l'économie circulaire, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol, la préservation des ressources, les sujets de santé et de sécurité, de bruit, vibration, etc. Donc, dans tout le travail qui a été réalisé au sein de la GC, on a essayé d'appréhender et ces principes et ces critères et de croiser l'ensemble pour guider les différents acteurs dans l'appréhension du sujet d'éco-conception. Mutualiser les fonctions de l'ouvrage. Alors, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, c'est que lorsqu'on a à construire un ouvrage,
on propose qu'il y ait nécessairement une fonctionnalité supplémentaire qui soit ajoutée à l'ouvrage et qui soit en faveur de la biodiversité et donc qui ne sera en général, de manière générale, qui ne sera pas impactante sur la construction de l'ouvrage, qui ne sera nécessairement pas impactante en termes financiers, mais qui va rajouter et qui va contribuer à la préservation de la biodiversité, pardon. Faire évoluer les pratiques de conception et de réalisation des ouvrages. Alors, on va le voir un petit peu plus tard quand je vais aborder le sujet du matériau béton, mais mes collègues ou de l'acier ou du bois vont certainement aborder ce sujet. Aujourd'hui, on est dans un domaine qui est très normalisé et malgré tout, et alors on est dans un domaine du génie civil qui est plutôt à optimiser la conception. Malgré tout, il y a encore des voies d'optimisation de la conception qui vont avoir des impacts sur la décarbonation, sur l'économie circulaire, etc. Et ça, ce sont des habitudes qu'il faut contrecarrer. Et en génie civil, on est plutôt, de manière générale, j'aurais tendance à dire plutôt familier à ce sujet-là. En bâtiment, il y a encore des optimisations de conception qui sont réalisées. Tenir compte de l'ensemble de cycle de vie de l'ouvrage. Hein, on a un sujet qui est très normalisé, on a des DEP, déclaration environnementale de produits, on a des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits, des DES. Donc, on commence à avoir les outils qui vont permettre de pouvoir raisonner en cycle de vie. Et c'est bien à cette échelle-là qu'il va falloir raisonner parce que, notamment dans le génie civil, on construit pour du durable. De manière générale, on est plutôt sur au-delà de 50 ans. Et donc, cette dimension est à appréhender au travers des outils normalisés et des données qui sont apportées par les produits. Et puis, on a ajouté un dernier principe qui est celui d'intégrer tous les acteurs liés à l'aménagement ou à l'infrastructure, c'est-à-dire associer l'ensemble des acteurs du projet, bien évidemment le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les fournisseurs de produits dans l'élaboration du projet, mais aussi tous les utilisateurs du projet et de l'ouvrage, en vue de favoriser l'acceptation sociale de l'infrastructure, évidemment. Ça, c'était pour les Benjamin, pratiques. Benjamin, Oui, tu fais attention à la pendule. ouais, je vais accélérer. Ok, merci Didier. Donc ça, c'était pour les principes. Dans les critères d'éco-conception, donc on a, au regard des enjeux, on a les 10 critères d'éco-conception, bien sûr de décarbonation, mais aussi les 9 autres que je vous ai mentionnés un petit peu tout à l'heure dans les enjeux. Donc je vais passer assez vite. On a des éléments écrits pour préciser ce qu'on entend au sens de la FGC par rapport à ces 10 critères. Euh, L'optique de l'AGC, c'est de mettre à disposition des recommandations. Finalement, le travail qui a été réalisé, dans un premier temps, c'est plutôt de mettre à disposition des ressources documentaires pour que les gens se mettent à niveau sur les sujets de l'éco-conception des ouvrages de génie civique, sur les principes, sur les critères, avec les objectifs et les leviers potentiels que vous avez à l'écran. C'est bien évidemment à destination de l'ensemble des acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, etc. Et on embarque également l'enseignement et la formation continue dans le travail qui a été réalisé. Le travail au sein de la FGC a été réalisé avec ce qu'on a appelé dans le jargon un GTA qui va définir les principes et les critères généraux et c'est décliné dans un groupe consacré au béton, dans un groupe consacré à l'acier et puis dans un groupe consacré au bois, mais sur lequel Jean-Baptiste reviendra parce que c'est un groupe un petit peu plus particulier qui emmène d'autres sujets que l'éco-conception. Ces recommandations, vous allez les trouver sur le site de la FGC dans l'espace publication qui est ici et dans Kit éco-conception des ouvrages de génie civil. Vous avez plus de 130 documents qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont consacrés plutôt aux matériaux béton
Michel va revenir sur le sujet parce que le groupe Acier est en train de travailler sur le sujet pour compléter le travail. Et puis des documents qui sont un petit peu plus globaux, des documents de référence, des notes d'information, etc., etc. Des retours d'expérience sur certaines opérations. Vous avez deux possibilités pour rentrer dans le sujet. Quand vous allez sur l'espace éco-conception des ouvrages civils, vous arrivez sur cette roue principes et critères. Vous pouvez cliquer sur les principes, vous pouvez cliquer sur les critères. Donc, c'est une première façon d'accéder aux documents qui ont été produits, ou sinon, vous pouvez rentrer via les documents de référence, les matériaux, etc., etc. Donc, toutes ces ressources sont à disposition aujourd'hui, euh, ou de caractère général ou sur le matériau béton, mais bientôt ça va s'enrichir également avec les contributions et concernant l'acier et concernant le bois. Je vais passer rapidement sur la structure, l'organisation pour le groupe consacré au béton. La forme de ce que vous allez retrouver aujourd'hui sur les fiches qui sont en ligne concernant le matériau béton, hein, voilà. Voilà, vous avez ici à gauche la liste des documents qui sont disponibles et puis le format un peu institué pour ces fiches. Et notamment, on va regarder également le niveau de maturité de la solution, les freins au développement de la solution, ce type d'éléments dans le descriptif de chacune des fiches. Si je reviens maintenant rapidement au matériau béton, on peut l'appréhender. Alors ça, c'est un graphique que j'ai repris de CETEC et qui traite de l'économie circulaire, qui se veut la déclinaison des piliers de l'ADEME, hein, pour certains qui connaissent, mais plutôt consacré au domaine des ouvrages d'art. On commence ici par le domaine de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va chercher à optimiser et à travailler sur la durabilité du matériau et de l'ouvrage à construire. L'extraction, les matériaux qui vont être employés. Dans une phase ultérieure, exploitation, on va chercher à allonger la durée de vie et d'usage de l'infrastructure. Potentiellement la réhabilitation de l'infrastructure, voire même le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Donc ça, c'est un concept qu'on peut décliner d'ailleurs dans tous les matériaux, hein, béton, acier, bois. Évidemment, ce sont des concepts qui sont largement déclinables et qui doivent guider la thématique d'économie circulaire. En termes d'économie circulaire, là, je fais un focus évidemment sur le matériau béton. On a de nombreuses actions en termes d'économie circulaire sur les matières premières. Évidemment, ça part du ciment en valorisation de matières essentiellement de déchets, mais aussi également en valorisation énergétique. Au-delà du ciment, on peut penser au granulat de béton recyclé. On a une filière REP bâtiment qui s'est mise en place et on peut penser qu'il y a une ressource également qui va augmenter de granulats issus de la démolition et de la déconstruction d'ouvrages de bâtiments. Bien évidemment, il y a des problématiques d'eau recyclée. On a des sujets d'acier recyclé. Michel reviendra peut-être sur le sujet. Pour fixer les idées sur le sujet de décarbonation, alors là, l'idée, c'est j'essaie de fixer quelques ordres de grandeur. On aurait pu décliner un certain nombre de sujets par rapport à ça, mais l'idée ici de ces slides, c'est plutôt de fixer quelques ordres de grandeur. Le ciment moyen en France, hein, on a aux alentours de 600, alors c'est plus 614, c'est 611 kilos équivalent de CO2 par tonne. Mais en général, quand on construit un ouvrage, en réalité, on ne met pas en œuvre du ciment, on met en œuvre du béton. Et donc, vous avez les ordres de grandeur de ce qui peut être représenté, la part du béton, notamment dans un mètre cube, de béton. Et je parle bien de béton, je ne parle pas de béton armé. Hein. Donc, en gros, on est sur du 75 d'impact environnemental émissions de gaz à effet de serre qui est lié au ciment, et puis environ 25% qui sont liés à l'ensemble du processus pour mettre en œuvre du béton. Mais en réalité, on met en œuvre du béton armé, hein, donc il faut
environ rajouter 25%. Alors évidemment, là, c'est un exemple qui est un exemple un peu type. C'est d'ailleurs plutôt un exemple qui est tiré du bâtiment. Mais c'est plutôt pour que vous ayez les ordres de grandeur de ce que représente le poids de chacun des matériaux dans le sujet de la décarbonation. Euh, Là aussi, très rapidement pour illustrer, si on résume un peu le slide précédent que j'ai présenté juste avant, on est là aussi, excusez-moi, on est là aussi dans un exemple plutôt de bâtiment, hein, sur une dalle de bâtiment, avec un béton moyen de dalle de bâtiment, avec une résistance de dalle de bâtiment, avec une classe d'exposition pardon, de bâtiment. Finalement, dans le béton armé, le ciment ne va représenter qu'environ 53% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il faut comprendre surtout de cette décomposition, c'est que en dehors des 53% d'émissions de gaz à effet de serre et l'industrie cimentière travaille sur le sujet pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il y a des petits postes d'émissions de gaz à effet de serre sur lesquels il faut travailler, hein, que ce soit sur le transport, que ce soit sur la mise en œuvre, que ce soit sur la démolition, le traitement des déchets, etc. Et puis, il y a le sujet des armatures, mais on sait que les armaturiers sont en train de travailler également sur des données environnementales de leurs produits qui sont un petit peu plus représentatives de ce qui se fait en France. Et on sait qu'il y a un gros potentiel, notamment d'amélioration de gaz à effet de serre sur les armatures, notamment par une meilleure donnée plutôt que des valeurs forfaitaires qu'on prend assez traditionnellement. Voilà. Mais tout ça, c'est pour représenter un petit peu les ordres de grandeur. Euh, je vais passer rapidement ici. Aujourd'hui, ça, l'offre de la gamme cimentière du CEMA, qui est évidemment, bien sûr, le ciment le plus émissif, jusqu'au CEM3C, qui est le ciment le moins émissif, avec un rapport quasiment de 1 à 3 dans l'offre cimentière aujourd'hui disponible sur le marché. Et avec, incluant des nouveaux ciments, puisque ça, ce sont des données qui datent du mois de mars 2024. Donc, les nouveaux ciments qui ont été intégrés, qui sont les ciments CM2CM, ce sont des ciments ternaires, qui est donc un clinker plus deux autres constituants principaux au ciment. Et donc, vous voyez qu'on s'insère dans la pente de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Très rapidement, là aussi, les efforts qui sont réalisés sur l'industrie cimentière. Donc, l'industrie cimentière a pris des engagements auprès des gouvernements pour réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre des ciments en 2030. Et la référence, hein, on est bien sur 2015, en jouant sur la réduction du clinker. Le clinker, c'est le principe émissif c'est ce qui va émettre le plus d'émissions de gaz à effet de serre dans le ciment. Travailler sur l'efficacité énergétique des fours, utiliser des combustibles de substitution et de biomasse également en valorisation énergétique, et puis la mise en œuvre du captage de CO2 qui va commencer à se mettre en œuvre avant 2030. On a deux projets en France qui vont se mettre en œuvre dans les années prochaines, Cassis à Limbre et Go CO2. Et ce travail de captage, de stockage de CO2 et d'enfouissement du CO2, eh ben, il va se faire aussi avec les autres industries, y compris par exemple de l'acier. On parle de bassins industriels qui vont émettre du CO2, et là, les intérêts, évidemment, ils sont communs, c'est-à-dire qu'il va falloir créer des hubs de CO2 pour canaliser le CO2 qui sera capté par les différentes industries, et ensuite avec des stratégies d'enfouissement. Vous avez les perspectives 2030-2050. Bon, on est un petit peu plus lointain, mais en tout cas, les industriels cimentiers se sont engagés dans ces perspectives, et notamment auprès du gouvernement. Ici, vous avez juste une petite image du rétrofit de ce qui est en train de se faire, notamment en Suède, mais qui va se décliner en France, hein. Ici, à gauche, c'est une image de cimenterie qui est en train d'être rétrofitée justement pour capter ce CO2, et ce CO2 qui va être enfoui ensuite dans des réservoirs profonds
en mer du Nord, voilà, dans les anciens réservoirs pétroliers. Et c'est un dispositif qui va être mis en place dès 2025 avec un objectif de captation de CO2 de l'ordre de 300 000 tonnes de CO2 en 2025. Dans les différentes démarches de décarbonation et d'éco-conception, on a un certain nombre de solutions, hein. D'abord, sur la formation des bétons, on a une approche prescriptive des bétons, on a une approche de béton d'ingénierie, et là aussi, on est encore dans l'approche prescriptive. Et puis, on a une approche performantielle qui est entrée en vigueur en fin d'année 2022, qui sont des solutions pour décarboner la formulation de béton. On a également des optimisations de dimensionnement qui sont allées chercher, hein, quand je parlais tout à l'heure de vaincre les habitudes, on peut aller quelquefois sur des bétons qui vont être plus émissifs au mètre cube de béton, mais qui, dans les volumes qui vont être mis en œuvre, vont conduire à des réductions d'émissions de CO2. Hein. Donc, il y a une vraie réflexion sur l'optimisation. J'ai un slide suivant également sur le sujet. Dans le domaine du génie civil, on sait mettre en œuvre la précontrainte par post-tension. Dans le domaine du bâtiment, c'est une vraie solution dans les planchers de bâtiments, alors plutôt sur des parkings, plutôt sur des IGH. On sait que la précontrainte par post-tension, il y a un potentiel de réduction d'émissions de carbone sur la partie structurelle de moins 30%. Hein. Mais le sujet, en revanche, c'est que les acteurs du bâtiment ne sont pas familiers de ces techniques qui sont beaucoup plus répandues dans le domaine du génie civil. Ici, c'est un extrait d'une publication récente du CEREMA, hein, qui date du mois de mars 2024, avec une comparaison qui est issue du projet national BHP 2000. On compare une dalle béton d'un ouvrage d'art en béton de résistance C35-45, béton précontraint, avec une dalle en béton de résistance C80-95. Et là, on voit assez rapidement que on va diminuer le volume du béton. Alors, bien sûr, le béton sera un petit peu plus émissif, mais au global, ramené à l'ouvrage, on a une baisse significative des émissions carbone liées à ce tablier de béton d'un ordre de grandeur de 30%. Donc, l'augmentation de résistance d'un mètre cube de béton est vraiment significative dans l'objectif de décarbonation. Évidemment, il y a des répercussions sur les aciers, etc. Il faut en tenir compte dans l'approche globale, et c'est le cas ici dans cette estimation. Mais en tout cas, il y a des vrais sujets. Si aujourd'hui un ouvrage d'art, on le construisait en C35-45, il y a une vraie question à se poser pour le construire en C80-95. Pardon. Des sujets de décarbonation, mais j'aurais pu le mettre dans d'autres critères d'éco-conception. On a des sujets d'impression 3D. On a eu un webinaire le mois dernier consacré à l'impression 3D, et on sait d'ailleurs qu'il va y avoir un groupe de travail qui va se monter au sein de la FGC sur l'impression 3D. Ici, c'est la représentation de la passerelle qui devait se construire pour les Jeux Olympiques en impression 3D. Donc, malheureusement, elle ne se fait pas. La FGC va rebondir sur le sujet et va mettre en place un groupe de travail sur le sujet. Le sujet de mixité des matériaux, je vais laisser mes collègues en parler. Je sais qu'ils ont prévu de le faire. Et puis, on a des matériaux tels que le BFUP, hein, qui sont des matériaux, là aussi, qui sont très émissifs si on le ramène au sujet du mètre cube de béton, à la mesure du mètre cube de béton. En revanche, si on le ramène au niveau de l'ouvrage, on sait qu'on peut faire des gains très significatifs en termes de décarbonation. En termes de biodiversité, quelques exemples d'ouvrages favorables à la biodiversité, puisque c'est un des axes d'éco-conception. Ici, on est plutôt sur des entre guillemets, des corps morts en béton qui vont être immergés, qui vont servir à la fois de corps morts pour les ancrages béton, mais qui vont aussi servir pour régénérer une biodiversité, qu'elle soit marine et de flore également.
puisqu'il y a une recolonisation également du béton qui peut se faire. On a des exemples évidemment de continuité verte avec des passages à faune. On a des exemples de continuité bleue avec des passes à poissons. Il y a des visites de la FGC d'ailleurs qui sont prévues hein, sur ces sujets-là. Et puis là, la dernière image que je vous ai mis ici à l'écran, c'est un réservoir d'eau en béton qui, bien sûr, a sa fonction de réservoir, mais sur lequel des nichoirs à chiroptères ont été installés avec l'idée également que la structure, l'infrastructure pour laquelle on a le besoin initial peut servir aussi de support à la biodiversité. Des sujets de bruit et vibration, on a le sujet de béton autoplaçant. Évidemment, le béton autoplaçant peut être un support ou un matériau qui va permettre de soulager l'ouvrier, le compagnon qui va mettre en œuvre le béton. Et puis, bien sûr, le développement du hors-site au travers de la préfabrication qui peuvent être également des solutions en termes d'éco-conception. Voilà, je suis désolé, je pense que j'ai débordé. Je vais laisser la parole à Michel Royer-Muller de Construire Acier. Et Michel, je te laisse la parole. Merci. Oui, bonjour à tous, hein. Je sais pas si tout le monde m'entend. Je vais vous partager mon écran. Voilà, en lançant la diapo. Alors attendez, à partir du début, est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, tu nous as un peu grignoté notre temps, mais c'est un peu proportionnel aussi au. Est-ce que vous voyez là? Non? Bon. Ah, Oui, ça y c'est est. bon. Ouais, Voilà. c'est bon, Michel. Ouais. Je disais, Donc, pendant c'est que proportionnel. Michel s'installe, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le fil du chat, hein. Le temps de parole est proportionnel au nombre de personnes sensibles à chacun des matériaux et au nombre de GT aussi qui ont été faits dans chacun des matériaux et au nombre de fiches qui sont sorties pour chacun des matériaux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas osé te couper plus tôt, Benjamin. Donc, moi, je représente la filière acier. J'ai été donc pilote, je suis toujours pilote d'un groupe de travail sur l'éco-conception des ouvrages en acier qu'on a lancé un peu après du béton, mi-2021, fin 2021. On est seulement une douzaine de personnes issues donc du monde de la sidérurgie, donc qui sont des adhérents en propre d'ailleurs de Construire Acier, et issus du monde de la conception, bureau d'études, pour réfléchir à comment concevoir de façon plus raisonnable pour les ouvrages en acier. Et je dirais en acier mixte, enfin acier béton, parce que c'est vrai que c'est souvent des ouvrages, beaucoup d'ouvrages d'art un peu standards sont faits en conception mixte. Donc, si je passe les slides, voilà, c'est bon. Pour essayer donc de retenir le timing, je vais essayer de rattraper le temps perdu en ayant une première partie donc sur l'acier décarboné. Donc, j'ai essayé de décomposer mon exposé un peu en fonction d'une analyse de cycle de vie avec les différentes phases finalement du cycle de vie. Donc, l'acier décarboné avec tous les efforts qui sont faits dans la filière, l'optimisation dans la conception des ouvrages d'art pour le génie civil, bien sûr, la vie en œuvre et le recyclage, où là, on a déjà pas mal de choses qui sont intéressantes à montrer. Un mot rapidement pour montrer qu'on représente la filière acier tout entière, hein, qui sont donc des sidérurgistes, des distributeurs, mais aussi des constructeurs métalliques, des métalliers. Donc ça représente là encore énormément de sites industriels, d'emplois, un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards pour l'ensemble de la filière. On a énormément d'organismes professionnels, je citerai juste un seul, le CTICM, qui est aussi présent à la FGC, qui est le centre technique de la filière pour résoudre toutes les problématiques d'études de recherche, d'optimisation aussi dans la conception. Et sur cette image un peu schématique, hein, on représente donc finalement l'amont à l'aval avec toutes ces applications, toutes ces utilisations possibles de produits, mais aussi toutes ces finalement interfaces avec les industriels et à quel endroit on peut optimiser justement la fabrication. Et l'ensemble de ces acteurs de la filière sont aujourd'hui à l'œuvre pour décarboner, pour aider à l'éco-conception et pour réduire l'empreinte carbone de la filière tout entière. Même si essentiellement, on va plutôt se focaliser sur la fabrication de l'acier. Alors, bien sûr, dans un premier temps, je ne peux pas m'empêcher de montrer cette slide sur l'acier. L'acier, c'est un alliage composé de fer et de carbone avec deux grandes familles, acier non allié ou acier allié. Il existe énormément d'acier, de compositions bien différentes. Pour rappeler aussi que le fer, finalement, c'est un gisement très abondant dans l'univers, dans la croûte terrestre, et que c'est un des éléments les plus abondants sur Terre.
Donc, souvent, on utilise ce raccourci pour dire que l'acier est un matériau géosourcé qui se trouve dans la croûte terrestre facilement. Quand on parle d'économie circulaire, nous, on est dans la famille Lassier, on est déjà engagé dans une démarche d'économie circulaire depuis très longtemps. Je voulais juste rappeler ce schéma historique que certains connaissent sans doute déjà. Voilà, dans les 5-10 ans qui viennent, tout sera chamboulé. Mais ça, c'est le processus, on va dire, actuel de fabrication de l'acier. On a en haut ici la fabrication primaire ou par la filière classique de fonte, hein, en mélangeant du coke et du minerai de fer. On obtient donc dans les hauts fourneaux, on obtient de la fonte, première partie en étape. Puis ensuite, cette fonte, elle est convertie en acier au niveau de la série, étape d'ailleurs dans laquelle on ajoute déjà des ferrailles, hein. C'est pour ça que je l'ai indiqué ici en rouge. Et puis après, dans le cycle de vie classique des produits, on a tout ce qui est donc transformation, fabrication de produits pour toute une série d'applications, bâtiments, ouvrages d'art, voitures, électroménager, démolition fin de vie. Et puis l'acier a cette chance, cette qualité magnifique qu'il est magnétique, facilement triable, récupérable. Et donc les ferrailles sont remises dans le circuit, sont récupérées, traitées depuis très longtemps, hein. Ça fait plus de 150 ans que les ferrailles sont réinjectées pour refabriquer de l'acier, donc en boucle fermée. À travers donc une nouvelle fabrication possible. Et donc du coup là on parlera d'une filière avec un four électrique dans lequel on injecte de la ferraille qu'on fait fondre du coup, donc tout ça, ça demande également beaucoup d'énergie bien sûr. Et donc ça, c'est la voie électrique pour obtenir de l'acier. Donc ça, ce sont les 2 voies classiques aujourd'hui de fabrication de l'acier. Demain, on parlera de l'acier décarboné. La filière sidérurgique, elle est déjà en marche pour décarboner et produire de l'acier à faible émission de gaz à effet de serre, avec des objectifs qui sont indiqués ici, hein. Je vais passer rapidement pour pas déborder de mon temps. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on pourrait complètement basculer vers, une filière électrique, hein, mais c'est pas possible, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que la quantité de ferraille disponible aujourd'hui en Europe et surtout dans le monde, elle ne permet pas, de basculer vers du 100 filière électrique. Aujourd'hui, on est plutôt un ratio de 60 de filière au fourneau et 40 de filière électrique. Ça veut dire que demain, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, il faut, révolutionner complètement la fabrication d'acier primaire. Il faut complètement, modifier les outils, du haut fourneau et c'est ce qui est fait en cours, c'est ce qui est déjà engagé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est déjà, en cours. Et puis c'est ce que j'ai mis ici là pour sensibiliser un peu tout le monde. Aujourd'hui pour, je dirais récupérer davantage de ferraille, bah, je voudrais tous vous sensibiliser finalement à jeter lorsque vous êtes sur des chantiers, à jeter, les déchets dans les bonnes bennes. Et finalement, l'acier, c'est ce que je dirais plus tard, la ferraille n'est plus considérée comme un déchet depuis une quinzaine d'années, puisqu'elle est considérée comme sa propre matière première. Alors ça, je vais passer rapidement sur les schémas. Donc aujourd'hui, pour schématiser, dans un haut fourneau, donc on mélange donc l'oxyde de fer et du coke, qui est un dérivé du charbon, et forcément, on va dégager du CO2 à cette étape-là en obtenant de la fonte. Dans un deuxième temps, au convertisseur, on va donc encore une fois dégager du CO2. Donc c'est pour ça que la filière, et on le reconnaît, elle est assez émissive en CO2. Et puis dans la filière dite électrique où on récupère des ferrailles, donc là on a un four à arc électrique dans laquelle les engagements de la filière, ce sont donc de décarboner cette énergie qui est utilisée pour transformer les ferrailles en acier liquide. La transformation, elle est déjà en marche, donc ça va être, donc, comme je disais à l'instant, utiliser de l'électricité qui va provenir d'énergies renouvelables, solaire, éolien, et non énergie fossile. Donc ça, c'est tout ce qui est déjà engagé maintenant et qui est déjà en cours, hein. C'est-à-dire que de plus en plus d'aciéries électriques s'orientent vers de l'énergie renouvelable, et ça aussi à toutes les étapes de fabrication. Un autre élément donc pour diminuer les gaz à émission de s à les gaz à effet à effet de serre, ce sont donc ce qu'on comme Benjamin l'a dit, c'est capter, purifier, mais aussi liquéfier, valoriser tout ce qui est CO2. C'est en faisant tout ça qu'on arrivera après demain à diminuer et à atteindre le zéro émission carbone. Donc ça, c'est des partenariats qui sont déjà faits pour purifier le CO2. Et puis donc l'étape principale, c'est au fourneau, puisque je disais que on ne pourra pas basculer vers du 100 filière électrique, c'est remplacer aujourd'hui déjà donc le charbon par du gaz naturel. Et puis demain, dans quelques années, ce sera utiliser de l'hydrogène au lieu du gaz naturel. Et donc
technique appelée réduction du minerai de fer, réduction directe. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cet acronyme de DRI ou DRI en anglais, est déjà en cours, et c'est cette étape principale qui va être donc mis en œuvre et qui va être propulsée d'ici les prochaines années dans tous les sites de fabrication de l'acier. Et puis bien sûr, l'étape ultime, ce sera donc de l'hydrogène décarboné, l'hydrogène dit entre guillemets vert, pour obtenir donc encore moins d'émissions de CO2. Voilà, et puis l'autre action qui est engagée, c'est augmenter la part de ferraille dans le monde. Alors, pour toute cette technique-là, on a donc en train de rédiger une fiche, donc qui seront une recommandation qui sera donc disponible prochainement sur la plateforme dont parlait Benjamin. Rapidement, donc pour montrer schématiquement, une fois que vous mettrez de l'hydrogène pour réduire l'oxyde de fer, on dégagera non plus du CO2, mais de l'H2O, ce qui est beaucoup plus, je dirais, propre. Voilà, donc pour donner quelques chiffres approximatifs, je les laisserai dans les slides, vous pourrez les lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les aciers dits aujourd'hui de deuxième génération, on diminue par 3 les émissions de CO2 connues, je dirais, d'acier primaire. Donc on est à moins de 1 tonne CO2 équivalent par tonne d'acier produite pour tout ce qui est acier obtenu maintenant avec les nouvelles technologies. Dans la conception, bien sûr, l'optimisation, elle va passer donc, parce que dans un premier temps, les structures en acier sont très durables, hein. Aujourd'hui, il y a très peu de ponts encore en acier qui sont déconstruits, et donc les ponts en acier sont faits pour durer très longtemps, parce qu'on a plus des techniques de protection anti-corrosion, d'entretien aisé parce que les structures sont visibles, de remise en peinture qui sont possibles. Et puis après, une autre voie donc, pour optimiser la conception, c'est recourir à des aciers qui sont par exemple à haute limite d'élasticité. Donc ça veut dire diminuer l'épaisseur, utiliser le mix matériaux optimisé, donc en mettant finalement la bonne nuance au bon endroit. Donc aujourd'hui, on développe de plus en plus des aciers 460, alors que l'acier courant est encore de 355. Donc en allant vers des nuances plus hautes, on diminue finalement l'épaisseur et donc le tonnage d'acier qu'on va mettre en œuvre. Ça, c'est une fiche donc, qui est prête, qui sera très prochainement mise sur la page de la FGC. Un autre recours possible, c'est l'acier autopatinable, qui ne demande aucune mise et remise en peinture. Donc là, la fiche aussi, elle est en cours. Et puis, on peut utiliser l'aspect combiné d'autopatinable et d'acier à haute limite d'élasticité, puisque ça, c'est des choses qui se développent depuis quelques années maintenant, du S460W. Des poutres hybrides, donc ça, c'est aussi des idées de fiches qui sont proposées. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser sur un pont classique une poutre avec une semelle et une lame qui n'auront pas la même nuance d'acier. Et puis d'autres idées, donc avec des fiches qui sont en cours, là, on est en train de les réviser. Donc c'est par exemple de faire de la conception intégrale avec des ponts dits intégraux ou semi-intégraux, sans appareil d'appui, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées en ce moment avec le CEREMA. Et puis bien sûr la mixité des matériaux, parce que l'acier se marie très bien avec le béton, mais aussi d'autres matériaux en ouvrage d'art, mais aussi en bâtiment. Et donc c'est toujours utiliser le meilleur matériau au bon endroit. Et puis j'ai presque envie de dire que le meilleur matériau, c'est celui qu'on n'utilise pas, qu'on ne fabrique pas. Et donc c'est pour ça qu'on va parler après de fin de vie. Bon voilà, ça c'est d'autres pistes qu'on a rapidement évoquées, qu'on va pouvoir aborder dans notre GT. En termes de vie en œuvre, donc si on passe à la troisième partie de mon focus, donc la vie en œuvre, c'est qu'un ouvrage, un bâtiment, un stade, on peut facilement allonger sa durée de vie en l'élargissant, en lui donnant un nouvel usage, en faisant des maintenances différées, on peut facilement allonger la durée de vie des ouvrages. J'ai mis quelques exemples ici, donc par exemple un viaduc de Gervie qui a été construit pour optimiser la réparation des ouvrages existants. Et puis donc en quatrième point, tout ce qui est recyclage et réemploi, puisqu'encore une fois là, du coup, je reviens sur le cycle de vie en boucle fermée, que l'acier n'est jamais un déchet parce que depuis donc la directive de 2011, il est considéré comme une matière première. Et puis bien sûr, de plus en plus, on s'oriente vers le réemploi. Là, justement, la déconstruction propre en fin de vie, c'est quelque chose qui est relativement rare encore parce que, comme je disais, les ouvrages d'art, ils durent longtemps et même le viaduc de Garabie ou le viaduc des Fades en plein cœur de la France, c'est des ouvrages qui ont plus de 100 ans et qui sont toujours en état convenable. Donc, il n'y a pas lieu de les démonter.
Et puis un focus rapide sur le réemploi pour dire que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors il y a différentes étapes d'avancement pour un réemploi. On peut réemployer un bâtiment en le réhabilitant, en le laissant sur place. Et puis bien sûr, on peut réemployer en le déplaçant ailleurs et en faisant peu ou pas de modifications ou des modifications un peu plus longues. Quelques exemples rapides sur le réemploi avec des modifications qui ont été faites récemment. Donc, un bâtiment ici de l'Expo universelle de 1886 qui a été déménagé et donc déménagé à Meudon et qui est maintenant un bâtiment culturel. Rapidement, donc, sur un exemple de réemploi actuel, c'est un projet dont on va parler plus prochainement, peut-être lors d'une visite de chantier d'ailleurs qui va s'organiser. C'est un pont tournant métallique qui était vétuste et qui a été donc du coup transformé en passerelle avec la volonté du maître d'ouvrage pour réemployer le pont existant. C'est un pont là aussi pour les Jeux Olympiques de Paris. Et puis quelque chose qui existe depuis plus longtemps, le réemploi de ponts militaires qui sont là des ponts prêts à l'emploi et modifiables et déplaçables. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme disait, qui existe et qui est commercialisé par l'entreprise Matière depuis belle lurette. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite, ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre. Il y a quelques personnes de mon groupe de travail qui sont présents ici et qui pourront donc vous confirmer la dynamique qu'on a et qu'on essaie donc de réactiver pour poursuivre ces travaux. Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran. Merci Michel. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, Jean-Baptiste, et présente-toi peut-être. Ah oui, d'accord, je vais me présenter. Donc, Jean-Baptiste Simon, Bouygues TPRF. Je travaille au sein du pôle métal et bois qui a été créé l'année dernière pour dynamiser les structures en métal et les structures en bois au sein de Bouygues TP. Et je co-anime depuis début 2023 le groupe de réflexion sur les ouvrages en bois au sein de la FGC. Donc, c'est un groupe qui est composé d'une trentaine de personnes qui sont réparties dans une petite dizaine de sous-groupes, avec pour but d'approfondir certains sujets, en particulier le sujet de l'éco-conception. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos travaux seront retranscrits dans le cadre de la mise à jour du premier guide de conception des ouvrages d'art en bois qui avait été publié en 2013. Et on espère une parution de la mise à jour courant de l'année prochaine. Alors, sur le matériau bois et son aspect environnemental, déjà, c'est une ressource renouvelable à l'échelle des temps humains et locale. On arrive globalement assez bien à se fournir en bois de structure en France. Donc, ça, c'est toujours bien de valoriser les filières locales. Ce que la plupart des gens savent, mais c'est bien de le rappeler, c'est que via la photosynthèse, l'arbre, au cours de sa croissance, séquestre du CO2. Et là, j'ai mis une étude qui est incomplète dans le sens où elle se concentre que sur un élément de structure sans prendre en compte d'autres aspects. Mais si on utilise par exemple une poutre en bois lamellé collé de 7 mètres de long à peu près, on séquestre environ une demi-tonne de CO2 quand les solutions en béton armé et en acier vont en émettre quelques centaines de kilos. Donc, c'est encore une fois, c'est une étude avec laquelle il faut prendre du recul, mais je vous la présente pour faire passer le message que d'utiliser du bois, c'est un vrai outil pour décarboner les bâtiments et les infrastructures au sens large. Au niveau de la ressource forestière, donc en France et en particulier en France métropolitaine, les forêts couvrent à peu près un tiers des surfaces. Ce qui peut être contre-intuitif, c'est qu'elles sont composées à deux tiers de feuillus, alors que majoritairement les produits, on va dire, structurels qu'on retrouve sont des résineux. Donc il y a des développements qui sont faits pour valoriser cette ressource feuillue et mieux l'utiliser à l'avenir, notamment en bois de structure. Alors, je pense que tout le monde sait que la forêt est un réel réservoir de biodiversité. On a tous en tête, je pense, la faune et la flore des forêts quand on se balade, quand on fait des randonnées. C'est quelque chose qui est assez parlant. Et pareil, ça c'est su de beaucoup de gens, mais c'est bien de le répéter. Depuis à peu près un siècle, la surface forestière a quasiment doublé. Donc ça, c'est un point très positif. Cependant, en grande partie à cause du changement climatique, mais on constate une baisse de taux de croissance des arbres. Et un arbre qui croît moins, forcément, il va moins capter de CO2 pendant sa vie. Et on a aussi des mortalités qui augmentent en cause les périodes de sécheresse répétées à cause des canicules et aussi le développement de certains parasites. On peut parler par exemple du scolite au niveau des résineux dans les Vosges. Donc, il y a de réels enjeux sur l'exploitation en limitant, par exemple, au maximum les monocultures, en diversifiant les essences et aussi en évitant ce qu'on appelle, par exemple, les coupes rases.
rapide historique sur les ouvrages d'art en bois pour montrer que c'est un matériau qui est relativement connu sur tout ce qui est structure de pont et de passerelle. Donc, si on va au temps des Gaulois, donc je trouve le clin d'œil assez amusant. C'est peut-être le premier pont construit par encorbellement successif avec une mixité pierre-bois avec les pierres qui servent de contrepoids pour faire travailler les poutres en flexion qui sont empilées donc par encorbellement successif. Donc, si on va au temps des Romains quelques siècles plus tard, donc là, l'exemple le plus connu, c'est sans doute le pont sur le Rhin construit sous Jules César. Donc là, si on regarde le tablier, c'est des poutres équarries, donc on a déjà quelque chose qui est, entre guillemets, plus, il y a une réflexion sur l'usinage. Mais il y a aussi ce qui est intéressant de voir au niveau des appuis, où là, on commence à avoir des assemblages de charpentes un peu plus réfléchis qui permettent d'optimiser les transitions d'effort et la matière. Alors, on fait un bond de quasiment 1000 ans au Moyen-Âge, donc avec les fameux ponts couverts suisses. Alors, les photos que vous voyez ici sont des photos récentes. Dit autrement, les ouvrages sont toujours en service. Donc, certes, ce sont des structures, on va dire, avec une architecture qui peut paraître un peu lourde, un peu sombre presque, mais ça prouve quand même qu'avec des structures bois pour des ponts ou des passerelles, on arrive à faire des choses extrêmement durables avec plusieurs siècles de durée de vie. Alors pour finir ce petit historique, si on va au niveau des ponts ferroviaires, je trouve ça intéressant de noter que le bois a accompagné tous les développements techniques pendant la révolution industrielle et notamment le développement du train et du chemin de fer. Alors, c'est des structures en treillis assez impressionnantes quand on les voit, je trouve. Il faut savoir qu'elles ont été faites quand même assez rapidement sans forcément prise en compte je sais pas, de dispositifs de protection, de réflexion sur la durabilité. Donc, elles ont une durée de vie assez limitée, ces structures, environ de quelques dizaines d'années. Mais je trouve intéressant de voir que le matériau bois accompagne la conception, la construction d'ouvrages au cours des grandes époques historiques. Donc, si on revient sur l'éco-conception, le principal enjeu vis-à-vis des structures bois d'ouvrage, c'est la durabilité. On n'a pas forcément il y a eu beaucoup de mauvais mauvais retours d'expérience ces 20-30 dernières années. Donc, il y a un vrai enjeu sur la durabilité. Et la durabilité, elle se gagne notamment en faisant des bons choix dès la conception. Donc, on peut parler par exemple du choix des essences qui vont dépendre de l'environnement du projet, des contraintes. Ce qu'on voit en France en ce moment, c'est beaucoup du Douglas, qui est un résineux assez disponible et qui a l'avantage d'être naturellement durable. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de lui conférer une durabilité en lui imprégnant des produits de traitement. Pour parler très vulgairement, ça reste toujours beaucoup plus écolo de ne pas traiter un bois que de le traiter. Alors là, je m'adresse plutôt aux structuristes de l'auditoire. Dans la conception, sur les tabliers, sur les structures porteuses, on va essayer de privilégier les structures qui fonctionnent en compression et de limiter peut-être les effets de flexion parce que une poutre en bois en flexion, ce n'est pas forcément la structure la plus optimisée. Donc là, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de ponts avec des béquilles, par exemple, qui réduisent les longueurs de flexion. Et il faut aussi, le bois étant un matériau anisotrope, ayant de faibles propriétés transversales, on va essayer de les limiter au maximum, notamment ce qu'on appelle la traction transversale qui peut être néfaste pour les ouvrages si elle n'est pas bien anticipée. Sur la protection des bois, là j'ai mis quelques détails techniques, mais il y en a évidemment bien d'autres, c'est quelques exemples, mais c'est juste qu'il faut avoir en tête de bien protéger le bois et assurer la ventilation. Un ouvrage extérieur, il va forcément prendre de l'humidité au cours de sa vie en service, donc il faut maximiser les possibilités d'évacuation de cette humidité. Donc là, voilà, quelques exemples assez parlants avec notamment un débord de toit, mais si on est en ouvrage, on peut imaginer un ourdi qui déborde aussi pour protéger la structure porteuse. Alors, autre enjeu d'éco-conception, on en a pas mal parlé avant avec les présentations de Michel et de Benjamin, c'est la mixité des matériaux avec un principe philosophique et que je trouve très séduisant, c'est le bon matériau au bon endroit. Et ça se matérialise notamment dans le développement des structures mixtes bois-béton, avec un ourdi-béton qui va, lui, avoir pour fonction de fonctionner en table de compression, mais aussi de reprendre des effets de flexion transversale. Ce ourdi-béton, il va être connecté aux nervures bois qui, elles, vont plutôt travailler en traction. Donc là, on a un fonctionnement en flexion, mais qui est très optimisé, donc très intéressant. Et le corollaire de cette mixité, c'est les ponts bois BFUP, où là, le BFUP, ce qui va apporter en plus, c'est une vraie couche protectrice une couche supérieure protectrice pour les nervures bois, parce que le BFUP étant un matériau extrêmement compact, il permet de limiter la pénétration d'agents agressifs. Au niveau de la phase chantier, donc les structures bois sont en très grande majorité préfabriquées.
Et le matériau bois étant très léger, donc ça permet d'avoir des opérations dites coup de poing avec des engins de levage qui sont peut-être pas forcément si impressionnants que si on raisonnait avec d'autres structures. Donc ça permet des chantiers courts et avec peu de nuisances. Pour typiquement le voisinage, on parlait des enjeux de bruit et vibration. Ça, c'est un aspect positif du matériau bois. Alors, sur le suivi des ouvrages en service, donc le paramètre principal, c'est l'humidité intrinsèque du bois. Une humidité élevée, c'est directement lié ça engendre directement des apparitions d'attaques d'origine biologique comme les champignons. Donc, ce qu'on va faire pendant le suivi, on va regarder toutes les zones potentielles de rétention d'eau. Par exemple, là, j'ai mis une photo d'une accumulation de végétaux qui permettent à l'eau de stagner, donc d'attaquer le bois. Et aussi, on peut parler des fentes de retrait, des fissures qui sont des pièges à eau, c'est un peu ce qu'on voit en béton d'ailleurs. Et aussi, par exemple, des assemblages qui sont mal serrés, qui vont corroder, tout ça. En entretien, la plupart du temps, ça va être l'application de nouvelles finitions, principalement des lasures, mais il peut y avoir d'autres choses. En général, on dit que tous les 5-10 ans, il faut quand même penser à appliquer une nouvelle finition. Bon, c'est des ouvrages qui sont quand même de portée assez réduite, donc remettre une lasure, ça ne paraît pas non plus infaisable. Et aussi, comme c'est des structures relativement légères, alors tout dépend de la conception de la structure, hein, mais on peut tout à fait imaginer remplacer des éléments d'assemblage ou même des éléments structurels. Au niveau de la fin de vie, donc le réemploi des éléments de structure tels quels en bois est encore assez anecdotique. Ce qu'on va chercher aussi à valoriser, c'est une revalorisation de matière dite en cascade. Ça veut dire que quand en fin de vie, une poutre bois, elle va avoir tendance à perdre un peu de matière au fur et à mesure de ses fins de vie successives. Donc on va passer, je sais pas, par exemple, de l'agrume jusqu'au bois d'œuvre. Après, on va aller au bois d'industrie, tout ce qui est par exemple lamellé-collé, et pour arriver jusqu'au granulé, aux plaquettes, que vous connaissez peut-être si vous avez des poêles à bois. Ce qu'il faut en fait retarder au maximum, c'est la revalorisation énergétique parce que d'un point de vue chimique, au premier ordre, on recrache dans l'atmosphère tout le CO2 que le bois a stocké pendant la croissance de l'arbre. Alors, pour illustrer un peu ce qui se fait en bois récemment, donc j'ai pris quelques ouvrages récents assez impactants, je trouve. Donc, il y a la passerelle sur l'Ain qu'on a visitée avec la FGC fin janvier. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est au nord de Paris, quand on passe sur l'autoroute. Donc, c'est un tablier lamellé-collé qui est assez épuré, très travaillé d'un point de vue architectural, très intéressant. On a aussi la passerelle Mirador de l'Île-sur-le-Doubs. Donc, celle-là, je l'ai mise parce que c'est une architecture, je trouve, assez épurée et ça rappelle un peu les ponts suisses que je vous montrais juste avant avec une couverture filante sur toute la travée. Et pareil, petit point mixité de matériaux, il y a certains éléments, notamment les tirants, qui ont été faits en tirant métallique. Donc, c'est une forme de mixité aussi. Et là, si on sort de la France, qu'on va vers le Caucase, en Géorgie, on voit cette passerelle qui est assez impressionnante avec un tablier en treillis spatial bois lamellé-collé qui est porté par une structure aubanée. Donc, des ouvrages comme ça, il n'y en a pas tous les jours, mais je trouve que elle est assez parlante et elle montre qu'on peut faire vraiment de très belles choses en bois et qu'on peut se permettre de rêver d'un point de vue architectural. Alors, ça, je vais passer très vite. Dans notre groupe de travail, on a mis en place une cartographie collaborative. L'idée, c'est que dès que quelqu'un entend parler d'un ouvrage qu'il a vu je sais pas, en se baladant, il le rentre dans cette carte. Sur les ponts routiers, je pense qu'on est assez exhaustif. On voit que c'est plutôt le quart sud-est qui est concerné d'ailleurs. Par contre, sur les passerelles, je pense qu'il nous en manque au bas mot quelques centaines parce qu'il y en a eu plein de faites, il y en a plein qui sont encore en service. Donc, je pense que là, il nous en manque vraiment beaucoup. Et pour conclure, pour aller plus loin, je ne peux que vous inviter à la lecture de ces guides, notamment le guide AFGC sorti en 2013, comme je le disais en début de présentation, mais qui reste encore extrêmement exhaustif et qui détaille vraiment tout un tas d'aspects relatifs aux ouvrages bois, notamment les différentes typologies structurelles. Donc, je vous invite vraiment à le lire si le sujet vous intéresse. Et dernier petit point recrutement, dans le groupe de travail, donc on est quand même déjà assez nombreux, mais sur le sous-groupe, notamment éco-conception, on est preneur de quelques forces vives. Donc si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à envoyer un mail à Robert Leroy et à moi-même. Voilà. C'en est fini pour moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Je pense que je vais te repasser la parole, Benjamin. Ouais, mais merci Jean-Baptiste. Je vais repartager mon écran, pardon. Alors, effectivement, je pense que
Michel et Jean-Baptiste l'ont mentionné. Donc, il y a des travaux qui sont, d'une part, partis sur le matériau béton, mais qui ont englobé aussi l'ensemble des ouvrages. Mais malgré tout, effectivement, il y a des travaux qui sont en cours côté acier et côté bois, et pour lesquels, effectivement, il y a des besoins, il y a des ressources humaines qui sont nécessaires et pour lesquels les uns les autres qui sont présents ici, vous pouvez contribuer aux travaux qui vont être produits. On a le sujet aussi, euh, en toute franchise, les travaux qui ont été réalisés aujourd'hui et mis en ligne sur le site de la UGC, ils ont été mis en ligne plutôt sous l'angle du béton. Donc, il faut qu'on arrive à embarquer le sujet de l'acier, qu'on arrive à embarquer le sujet du bois, et pour pouvoir faire quelque chose d'un peu homogène dans l'ensemble de ce qui va être proposé par la FGC. Et donc ça, on va essayer d'y travailler. On essaie d'y travailler aussi parce que l'ensemble des ressources documentaires qui ont été produites depuis quelques mois l'ont été sous forme de fiches, et donc on va essayer de travailler sous un format peut-être un petit peu plus friendly, acceptable, c'est-à-dire un format wiki. Et ça, on va essayer d'y travailler d'ici l'été 2024. Euh, je participais ce matin à un échange avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique notamment, et qui faisait un focus sur l'adaptation au changement climatique. Et je pense que ça va être un des axes euh, forts des infrastructures demain. Et donc, il va falloir également que peut-être que la FGC propose un certain nombre d'actions qui soient en lien avec ce sujet d'adaptation au changement climatique, la façon dont les matériaux, le bois, le béton, l'acier peuvent répondre à l'ensemble de ces considérations. Et tout ça pour dire que il y a une production qui est partie de l'acier, du béton, pardon, qui va se compléter avec l'acier, qui va se compléter avec le bois, qui va se faire dans les semaines et dans les mois à venir, et qu'on a certainement, en dehors du travail un peu de pédagogie par rapport à l'explication de texte qui est l'éco-conception, qui va être de dire que maintenant, une fois passé ce travail pédagogique et ce travail de fiche, comment on met en œuvre l'éco-conception. Et ça, c'est un axe de travail sur lequel on veut essayer de travailler au sein de la FGC, et peut-être au travers d'un guide méthodologique sur lequel on veut travailler avec le CEREMA, parce qu'on sait que le CEREMA est très intéressé par le sujet de l'éco-conception, et on veut embarquer bien évidemment l'ensemble des matériaux. Euh, on- et en tout cas, c'est une dynamique qu'on veut essayer de lancer dans les prochains mois au sein de la FGC pour, en dehors de la production des fiches qui vont être faites, acier, le guide bois qui va être révisé, essayer d'amener le sujet de l'éco-conception au plus près, finalement, des premiers interlocuteurs qui sont les maîtres d'ouvrage, hein, ce que je signalais tout à l'heure. Donc, l'idée, en tout cas au sein de la USC, c'est en dehors des ressources pédagogiques sur le sujet des conceptions, de redynamiser le groupe et d'essayer de produire un guide méthodologique sur le sujet des conceptions qui embarque, bien évidemment, les trois matériaux, et pour lequel, bien évidemment, vous avez vu qu'il y a des sujets d'interface, d'interconnexion, de mixité, etc. Euh, et dans les idées qu'on avait eues également au sein du groupe éco-conception, c'est peut-être d'aller vers quelque chose qui serait euh, une,
comment dire, un référentiel à destination de chacun des acteurs, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise, le fournisseur de matériaux, pour qu'ils s'auto-évaluent vers une démarche d'éco-conception et qu'ils se notent pour vérifier qu'il a bien pris en compte l'ensemble des productions sur le sujet de l'éco-conception. Euh, le sujet, c'est pas de faire un label. Le sujet, c'est pas de faire quelque chose qui soit très normatif. Le sujet, c'est d'embarquer l'ensemble des acteurs du domaine du génie civil pour s'améliorer et se reposer les bonnes questions pour vérifier qu'ils ont bien pris en compte, chacun à leur niveau, les sujets d'éco-conception qui ont été listés précédemment. Euh, donc, en dehors de la production euh, qui a été faite par le passé sur le béton, qui va arriver sur l'acier, qui va arriver sur le bois, le sujet, c'est de donner un peu de cohérence et d'ensemble par rapport à tout ce travail, en s'appuyant notamment sur les ressources du CRMA pour essayer de guider et d'aider les concepteurs de projets pour embarquer le sujet de l'éco-conception. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel on voudrait réactiver les ressources vives au sein de la FGC, en dehors du travail qui a été réalisé précédemment, pour amener de la cohérence à l'ensemble et essayer de guider l'ensemble des acteurs vers cette démarche d'éco-conception. Voilà. Benjamin, donc bon, pour l'instant, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais c'est pas forcément trop tard. Il nous reste encore un petit peu de monde en ligne. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on vous passe la parole si vous aviez une question éventuelle. Euh, Moi, mon interrogation, c'était comment arriver à mobiliser les maîtres d'ouvrage. On a vu qu'ils sont au cœur de la question. Euh, Forcément, ils peuvent avoir des attentes tout à fait légitimes dans ce domaine, mais il faut absolument qu'ils soient accompagnés parce qu'ils ne feront pas tout seuls, je pense, la démarche. Donc il faut des AMO, il faut des maîtres d'œuvre qui soient bien formés, j'imagine, pour pouvoir les aider. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des maîtres d'ouvrage déjà dans l'assistance? C'est pas forcément gagné, mais moi j'en ai un dans mon groupe de travail, oui. Hmm. Euh, alors, Didier, je ne vais pas répondre à ta question directement. On s'aperçoit alors, si on regarde le sujet de l'ACV, hein, et je circonscris uniquement le sujet de l'ACV, on s'aperçoit que le vrai sujet, c'est la donnée. Hein, les données environnementales qui vont être liées au béton, qui vont être liées au bois, qui vont être liées à l'acier. Et ça va être le fondement peut-être de l'évolution des réflexions, notamment des maîtres d'ouvrage. Et pour faire un petit peu de publicité par rapport au travail qui est mené au sein de la VGC, on a un outil qui fonctionne en ACV qui s'appelle Cyogen, qui pour l'instant travaille sur des ouvrages d'art courants en béton et en acier, qui pourrait peut-être embarquer les ouvrages d'art en bois, hein, bah, pourquoi pas. Le sujet fondamental, c'est la donnée environnementale des produits, qu'ils soient béton, qu'ils soient acier, qu'ils soient bois, et comment on peut essayer de faire en sorte que cet outil, d'abord, il soit reconnu par les maîtres d'ouvrage, par les administrations, et comment ensuite ben, on améliore l'outil, parce que de toute façon, on sait bien qu'on est sur des données qui vont s'améliorer en permanence. Alors sur le béton, on a quelques éléments, sur l'acier, on a quelques éléments, sur le bois, je me tourne peut-être vers Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent permettre justement d'ouvrir l'outil qui a été développé au sein de la FGC vers justement les produits bois et les applications bois? Alors, avoir des données environnementales sur les produits bois, en particulier la mêlée-collée, enfin, c'est assez facile après, hein. La plupart des grands lamellistes ont fait des FDES. Je pense qu'il doit y avoir des DEP aussi, peut-être au niveau européen.
Donc là, non, je pense que voilà, c'est qu'un travail de compilation. Après, il faut regarder aussi la typologie d'ouvrage, que les quantités de bois vont pas du tout être les mêmes. Si on prend par exemple un pont bois-béton, bah, on a quand même un mètre cube de bois, enfin un cubage de bois qui est assez important. Donc peut-être regarder les ratios, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour trouver la donnée. Après, c'est un travail de compilation, mais la base y est. Alors, j'ai une intervention d'une personne qui était très intéressée par vos exposés, qui demande s'il y aura un replay. Donc oui, bien sûr, hein, il y aura un replay comme tous les jeudis de la FGC, hein, c'est ce que je disais peut-être en préambule, vous n'étiez peut-être pas connecté. Donc tous les jeudis de la FGC sont en replay disponibles sur le site. Dans l'onglet activités et webinaires de la FGC, vous avez en général l'enregistrement vidéo et les diaporamas présentés. Ouais, un petit commentaire, mais je pense que ça a transparu au travers des différentes interventions. Finalement, enfin, les uns les autres, vous avez utilisé à peu près le même vocabulaire, c'est le bon matériau au bon endroit. Et moi, je suis pleinement, enfin, j'adhère pleinement à cette terminologie qui peut paraître peut-être un peu bateau, mais qui, malgré tout, retranscrit aujourd'hui les sujets auxquels on doit se confronter. C'est-à-dire, on a des sujets de sobriété, on a des sujets d'impact des matériaux, etc. Et il faut utiliser les matériaux de la meilleure façon possible en étant le plus sobre possible. Voilà. Si on peut essayer de faire un peu le lien entre les trois matériaux, et j'y suis évidemment très favorable. Bon, écoutez, vous avez vu que nos animateurs de groupe sont très passionnés. Ils ont largement dépassé le temps de parole qui était prévu initial, mais le sujet le méritait sans doute. Je ne vois pas de questions. Donc, J'ai une question qui vient d'arriver oui, j'en vois une autre, oui. d'un spectateur anonyme. Donc, je ne sais pas trop. Y a-t-il des limitations en termes de classe de résistance ou de classe exposition pour les bétons bas carbone avec un ciment CEM3? Alors, la question, elle est un petit peu compliquée à répondre. J'aurais tendance à répondre non. Qu'est-ce qu'on entend par classe de résistance? Est-ce que quand on est sur des bétons avec des ciments formulés avec des ciments en CM3A, on est avec des développements de résistance qui vont être plus tardifs que des ciments type CM1 par exemple. Donc les résistances, on va les obtenir. Le sujet, c'est est-ce que dans les règles actuelles, est-ce que l'échéance de 28 jours est la bonne échéance? Est-ce que 90 jours est pas la meilleure échéance, etc. Mais en tout cas, les résistances, on va les obtenir. Et la résistance aux agressions chimiques, on va les obtenir. Et, j'espère avoir répondu à la question, mais en tout cas, c'est pas c'est un sujet de compromis, encore une fois. C'est un sujet de compromis à la fois sur les attentes, sur le besoin, et c'est un sujet de compromis par rapport aux habitudes de conception. C'est un point qui a été soulevé, je me souviens, dès le démarrage des BHP, à travers le projet national BHP 2000 et d'autres derrière, qui était de se poser la question si effectivement il ne fallait pas s'orienter vers une résistance caractéristique à 90 jours. En fait, on a besoin de résistance de béton souvent pour des questions de méthode de construction, de décoffrage rapide ou autre. Et ça aussi, Mhm. c'est peut-être une piste, sans doute, à regarder en termes d'éco-conception, de pas forcément vouloir des chantiers extrêmement rapides. Au Mhm. contraire, de laisser le temps aux matériaux de faire leur prise et pour pouvoir économiser un peu, effectivement, Alors, alors, sur la matière première. alors, sur le matériau béton, effectivement, mais après, peut-être que mes collègues pourront répondre effectivement. Si l'objectif, c'est le sujet du bas carbone, entre guillemets, et encore faut-il définir ce qu'est le bas carbone. Euh, Aujourd'hui, effectivement, les règles classiques sont sur une évaluation pour le matériau béton à 28 jours. Euh, on sait qu'on les aura à 90 jours.
les couches Fodine des normes, c'est 28 jours. Donc, on sait qu'avec les matériaux, on sait atteindre les seuils à atteindre à 90 jours. En revanche, si on déplace le seuil de 90 jours, de 28 jours à 90 jours, ça veut dire qu'il faut changer les habitudes de conception, de remise en circulation, de remise en charge des ouvrages, etc. Et ça, c'est un vrai sujet sur la décarbonation. C'est-à-dire que si on veut de la décarbonation des ouvrages, en tout cas pour le matériau béton, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas revoir les règles pour bénéficier pleinement des performances à 90 jours, ce qui sous-entend évidemment que eh ben, on a un ouvrage qui ne sera pas remis enfin pas en exploitation, mais qui ne sera pas remis en travail, enfin, en réalisation entre la période de 28 et 90 jours. C'est un vrai sujet. Le bas carbone demande à changer les habitudes, en tout cas pour le matériau béton. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est le matériau qui doit décarboner l'ouvrage ou est-ce que le matériau doit décarboner l'ouvrage, mais aussi les pratiques de conception et de réalisation doivent décarboner les ouvrages? Voilà, c'est un vrai sujet. C'est sûr que le bois et l'acier, ils arrivent sur le chantier directement avec la bonne résistance. Eh ben, mais oui, oui, bien sûr. Non, non, mais il y a pas de souci avec ça. Et encore une fois, chacun des matériaux est bien évidemment a ses avantages, ses inconvénients, etc. Il y a pas de souci avec ça. Donc, je vois que les spectateurs commencent à se déconnecter. Il est presque 19 heures. Donc, il est temps de rendre l'antenne, comme on dit à la télé. Donc, merci à vous trois d'avoir assuré cette présentation. Merci à tous les spectateurs d'être connectés, d'être présents. Et donc, comme on l'a déjà dit, vous retrouverez l'intégralité du webinaire sur le site de la FGC. Vous retrouvez également tous les documents qui ont été présentés par Benjamin, Michel, Jean-Baptiste sur le site et bien d'autres encore à venir, comme ils vous ont expliqué. Le travail n'est pas encore complètement bouclé. Il y a encore un important effort en termes de méthodologie. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre si vous Voilà. êtes intéressé par le sujet. Et, Je vous souhaite et, une très bonne soirée. et Didier, le prochain événement du mois de mai? Le prochain événement du mois de mai, j'en ai touché deux mots en ouverture. C'est donc début mai, c'est sur les ouvrages de la LGV de Grande-Bretagne. Merci à Merci à tous. tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Au Bonne soirée à revoir. tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.